Chère Taille, chère merveilleuse Sangha, vous avez vu comme les enfants sont beaux. Ce sont les bourgeons de la terre. Ils vont grandir, ils vont fleurir, ils vont apporter à travers le monde comme des petites lucioles dès maintenant. Ce qu'ils ont appris ici, ce qu'ils apprennent à vos côtés. Et ensemble, vous allez pouvoir maintenir la beauté qui vit, qui est une réalité dans notre communauté. Les petits-enfants peuvent tenir la cloche. Les petits-enfants peuvent nous ramener à la présence de la respiration consciente. Les petits-enfants peuvent être nos guides. Quand papa et maman sont un peu tendus, le petit enfant, même très jeune, peut aller chercher la cloche et l'inviter à sonner. Inviter, pas la frapper en disant ça suffit, ça ne marche pas. Mais l'inviter à sonner. Je vous envoie mon cœur, papa, maman, s'il vous plaît. Mon petit frère, ma petite sœur, vous faites beaucoup de bruit. S'il vous plaît, je vous envoie mon cœur. On essaye de faire mieux ensemble. Il faut s'appuyer sur les enfants. Nos enfants sont des trésors. Et c'est une merveille de pouvoir avoir des petits, que ce soit nos enfants, mais aussi nos petits-neveux, nos petits cousins. Ça n'a pas d'importance de ne pas avoir porté d'enfants soi-même. Il y a suffisamment d'enfants tout autour de nous pour pouvoir en profiter. Donc les enfants nous guident, les enfants nous font voir souvent là où nous aurions besoin de nous corriger un petit peu, de mettre un petit peu plus de lumière. Nous avons été invités aujourd'hui à parler des émotions fortes. Et j'ai parlé aux enfants d'une émotion forte, la colère. Qu'est-ce qui avait pu déclencher la colère chez ces deux enfants ? Il y avait le désir, ça vous êtes d'accord, il y avait le désir d'obtenir cet objet. Alors là, on peut regarder soi-même. Quand on risque de ne pas avoir cet objet, dans quel état cela nous met ? On a envie de quelque chose, on pense que c'est vraiment nécessaire, et puis on essaye de tout notre cœur d'obtenir ça. Et souvent, ça ne nous apporte pas le bonheur pour autant. Hein ? Vous avez remarqué ? On rêve de ça, on rêve de ça, on rêve de ça, on l'a, et puis c'est passé. Et puis, alors on rêve de ça, et c'est pareil. Vous avez remarqué ? Hein ? Donc c'est très important de voir ça. Qu'est-ce qu'y avait-il encore dans la colère de ces deux enfants ? Il y avait le désir d'obtenir ça, mais il y avait quoi ? Aussi. Le désir de garder l'objet, d'accord ? Lequel des deux était arrivé le premier, tout ça. Garder l'objet, ne pas le perdre. Mais il y a l'impermanence. Donc on peut enseigner aux enfants dans un cas comme ça, avec douceur, calme et bonté, chacun son tour, ça tout le monde le fait. Mais dire tout est impermanent. Bien apprendre aux enfants et... Oui, merci. C'est parce que ça me passionne. Ça va ? Merci. Donc, bien garder... Ça va ? Bien garder regarder dans ce qui nous motive, dans ce qui motive les grosses émotions comme la colère par exemple. Il y a la peur dedans. Ne me croyez pas. Et tu es resté, hein, c'est bien. Hein. Ne me croyez pas, vérifiez. Est-ce que quand je me mets en colère, il y aurait par hasard, à l'intérieur de ma poche, là, il y aurait la peur. Parce que la peur, elle prend beaucoup de visages. Elle a beaucoup de visages et elle nous pousse généralement dans une direction qui n'est pas du tout favorable. C'est clair, hein ? Il faut regarder là-dedans. Mais peur de quoi ? Peur de perdre. Peur de ne plus avoir. C'est ça aussi, peur de ne plus avoir. Si je lui laisse ce hamac, je prends l'exemple des enfants, comme ça vous avez cette liberté.
Vous comprenez? Vous vous sentez moins concerné, mais en fait, ça s'appelle des moyens habiles. Donc, si je lui laisse ce hamac, et pour combien de temps va-t-il le garder? Et va-t-il un jour, me le rendre? Il s'agit d'un parking sur une aire d'autoroute. Mais nous sommes comme ça. Quelle est la meilleure pratique? Quel est le meilleur moyen de sortir de ce piège? Ici, tout le temps, nous retournons à notre respiration, nous la rendons consciente. Enfin, on essaye. Nous essayons. Il y a la cloche. Là, on s'entraîne pas mal à la cloche. Il y a le téléphone. On l'entend sonner dans tous les hameaux. Tout le monde entend le téléphone dans les hameaux. Ça va? Ou bien de temps en temps le nôtre. Même le vibreur, là, ça fait pfff. Voilà. Et vous savez que vous êtes en contact avec quelqu'un qui cherche à vous avoir. Et ça met en route le désir. Et mais qui sait? Mais pourquoi? Mais pourvu que ce soit pas grave. Comprenez? C'est notre esprit. Il est comme ça. Donc, la cloche, le téléphone, l'horloge. Nous avons aussi de temps en temps des bols ou des assiettes qui tombent par terre. C'est un très bon signal de revenir à soi-même, même si ce n'est pas nous qui l'avons laissé tomber par terre. On respire, on sourit avec générosité. Ça a glissé, quoi. Ça arrive. Ça vous est jamais arrivé de laisser tomber quelque chose? Oui. Donc voilà, la générosité. Une assiette, un verre, un bol, une fourchette, peu importe, abandonnée dans l'herbe, qui commence à donner naissance à une armée de fourmis qui vient se nourrir. Notre maître nous a enseigné ceci. Vous voyez ça et vous dites. D'habitude, vous dites, ah, ah, c'est terrible quand même ces gens qui abandonnent tout derrière eux. Et notre maître nous dit, on change de disque. Et alors on dit, oh, j'ai oublié mes affaires dans l'herbe, je vais en prendre soin. Vous voyez, imaginez que chacun développe cette conscience qu'un jour, dans notre vie, nous avons abandonné derrière nous quelque chose. Quelqu'un l'a jamais fait? Nous sommes très humains. Donc voilà, la colère, ces colères-là, elles peuvent être arrêtées de cette manière très facilement. L'irritation, mais pourquoi ça traîne, quoi? En plus, qui dit ça? Tous nos ancêtres. Il y a papa, il y a maman, il y a grand-père d'un côté, grand-mère d'un côté, grand-mère de l'autre côté, grand-père de l'autre côté, les arrière-grands-parents, la société, ce que nous expliquait hier Tai Fapion. Il n'y a pas de soi séparé. Nous sommes plongés, formatés, je pourrais dire modelés, c'est plus joli que formatés, modelés par notre vie familiale, par le monde social dans lequel on se développe, par nos professeurs, par tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on écoute, etc. Il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de soi séparé. Donc, nous regardons les choses avec ce regard. Chercher l'origine de notre colère. Nous arrêter, retourner à notre souffle. Comme on fait avec la cloche. C'est un entraînement. On peut le faire avec le feu rouge. C'est un entraînement. Nous essayons de tout notre cœur d'être présents à ce qui se passe.
Dès lors, nous pratiquons l'arrêt, comme nous venons de le pratiquer maintenant. Il y a une émotion forte qui vient de pénétrer en moi, de s'éveiller en moi. Essayez de vous glisser dans cet instant. Il y a une émotion forte qui vient de glisser en moi. Si la nuit vous entendez des bruits curieux dans la maison, vous allez éclairer la lumière, c'est ça? Vous allez essayer d'y voir clair. Nous allumons la pleine conscience. Nous nous arrêtons, nous allumons la pleine conscience. On dit la pleine conscience est lumière, elle nous permet de mieux voir, de mieux comprendre, de mieux regarder les choses comme elles sont. C'est une chose importante de pratiquer l'arrêt. Nous retournons à nous-mêmes et nous respirons, nous détendons notre corps. Nous relâchons l'abdomen. Quand on a peur, l'abdomen, le ventre et la poitrine sont fermés. Vous avez expérimenté ça, tout le monde. Hein? Et alors, on relâche l'abdomen, on détend les épaules et on laisse un sourire naturel monter à la surface, vers notre visage. Et on respire. On va rencontrer, on va prendre refuge dans l'île intérieure. Si nous pratiquons beaucoup ça, nous allons développer notre capacité à retourner à nous-mêmes et à nous mettre dans cette île intérieure qui est une île de sécurité. C'est l'endroit, la plus grande sécurité, elle est à l'intérieur, elle ne vient pas de l'autre, elle ne vient de nulle part ailleurs. C'est un lieu de refuge. Donc nous retournons à nous-mêmes. Nous suivons notre respiration, nous n'allons pas la lâcher tout au long de la pratique. Nous allons reconnaître, bonjour ma peur, ou bonjour ma colère, bonjour mon désespoir, bonjour mon impuissance. Il y en a beaucoup, hein, de graines qui sont douloureuses comme ça. Et nous restons avec. Nous la nommons. Thaï nous a dit, si nous reconnaissons et nous sommes capables de nommer l'énergie, parce que c'est une énergie, hein, l'énergie de la colère ou de l'émotion forte va diminuer de moitié. Il faut explorer. Ici, il n'y a pas de dogme, il y a une mise en pratique. On apprend ensemble et on réapprend sans cesse. Donc c'est très important. Nous reconnaissons, nous nourrissons. Toute cette partie-là, elle fait partie de ce qu'on appelle smrti, la pleine conscience. Vous vous rappelez, dans le Bouddha Hall, peut-être que vous n'êtes pas encore allé au Hamoudioh, mais au Hamoudioh, vous reverrez, il y a un grand vitrail à l'entrée principale, et il y a marqué smrti, samadhi, prajna. Et je vais les développer tout doucement, un petit peu seulement, pour que nous sachions. Ça va? Heureusement, les traducteurs aujourd'hui m'ont rappelé d'aller plus doucement. Moi, me laisser porter par ma passion. Et à partir du moment où on est retourné à soi-même, qu'on a reconnu, on embrasse avec la pleine conscience. On garde la pleine conscience, on garde le souffle conscient, on sait que c'est la colère ou le désespoir, l'impuissance. On maintient avec le souffle et on rentre dans samatha, un arrêt profond et un apaisement. Avec le souffle, on apaise. On rend plus acceptable cette souffrance, cette douleur. Parce que ça peut se traduire par de la douleur physique aussi. Hein. Nous apaisons.
nous prenons soin de cette émotion. En nous, il y a un petit enfant qui est encore bien vivant. Vous savez, sur les coquilles, les escargots par exemple, tous les enfants aiment les escargots. C'est curieux, pas pour les manger, pour les regarder. Hein? Ils adorent les escargots. Mais pourquoi? Ça ne va pas vite. Ça ne se sauve pas. On peut les prendre dans nos doigts et on peut même les toucher. Mais la partie dure, ça va. Hein? Donc on l'attrape par la partie dure, puis le reste, c'est tout mollasson, là. C'est un peu gluant, c'est froid, on ne touche pas. Les enfants sont comme ça, nous aussi. Et on peut regarder l'escargot se déplacer. Il n'y a pas de risque qu'il se sauve, on a du temps pour l'observer. Donc les enfants adorent les escargots. Ce petit enfant qui adore les escargots peut découvrir que le bébé escargot originel, le premier qui est sorti de la coquille, il y avait un petit œuf. Vous avez vu des œufs d'escargot déjà? Oh, c'est vraiment petit, hein? On peut pas c'est vraiment tout petit. Et à l'intérieur, il y a un bébé escargot. Et quand il sort, il est tout mollasson, même la coquille, et c'est minuscule. Mais avec l'air, ça sèche vite. Et il grandit. Il fait comme les arbres, mais il fait comme nous aussi. Il progresse comme ça. C'est pointu, et puis ça tourne en rond. Vous savez, les escargots, c'est comme ça. Alors, ça progresse comme ça, tout autour, et puis le corps grandit à l'intérieur. Eh bien, nous sommes identiques. À l'intérieur de nous, le petit enfant qui dormait en rond près du cœur de sa maman, qui écoutait l'inspire et l'expire de maman. C'est pour ça que c'est si délicieux, vous savez, si vous arrivez à toucher vraiment votre inspire et votre expire. Si vous avez cette capacité, vous allez retoucher le confort de ce bébé dans son palais. Quand il était près du cœur de maman, qu'il entendait tumta, 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 tumta. Et puis... Au Japon, ils mettent des choses comme ça dans les endroits où les enfants sont dans des couveuses pour conserver les enfants prématurés, pour leur conserver le plus longtemps possible le contact avec cette sérénité. C'est pour ça que quand on atteint un bébé, on essaye d'être bien calme, bien douce, bien détendue. Donc ce petit enfant peut être l'origine de notre peur. C'est lui qui a rencontré la colère, la peur, la violence, le désespoir, tout petit. Il ne savait pas quoi faire avec. Et nos parents, quelquefois, n'ont pas su. Ils n'avaient pas ces merveilleuses pratiques que nous avons reçues. Donc ils sont restés avec cette souffrance qu'ils n'ont pas su gérer. Ça va. Nous sommes les maillons qui vont aider à guérir en haut toute notre lignée et guérir toute notre lignée descendante. Et si on n'a pas de lignée descendante génétique, on en a plein d'autres. Donc tout va bien. On va transmettre par notre façon d'être, notre façon de vivre, notre façon de parler, façon d'agir. Et c'est ça qu'on embrasse. Quand on embrasse notre colère, quand on embrasse notre désespoir, quand on embrasse notre souffrance, c'est ce petit être fragile en nous que nous embrassons. C'est à lui, à elle, qu'on apporte ce soulagement. Avec amour, avec patience. On ne se dit pas « Non, c'est pas possible, je suis encore en colère, mais ça va durer jusqu'à quand? J'avais décidé de plus être en colère. » Ça ne marche pas du tout. C'est ce qu'ont fait nos parents, les pauvres, sans beaucoup de succès pour certains. Donc, maintenant, on a une nouvelle routine. On peut faire mieux. Hein? Et quand on en est là, on va toucher quelque chose de nouveau. La compréhension. Et alors, on touche prajna, la sagesse, la compréhension profonde. Cette intelligence naturelle qui est en nous.
qui va nous indiquer le chemin. Et qui va nous aider ainsi à nous transformer, à transformer cette souffrance. Exactement comme je vous ai raconté tout à l'heure pour le petit enfant, où il a pu lâcher prise et puis chanter « Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre ». Il avait compris qu'il fallait lâcher prise, que ça ne servait à rien de se battre, qu'il n'aurait pas plus son hamac et que s'il lâchait le hamac, alors il pourrait en profiter un peu plus tard. Parce que comme il l'avait lâché avec le cœur léger, le petit frère pouvait en profiter avec le cœur léger parce que nous sommes reliés, hein, et donc il allait ensuite pouvoir en profiter. Et le petit frère, grâce à nous sommes tous les feuilles d'un même arbre, peut-être aura pu lâcher le hamac un peu plus tôt. D'accord ? Je vais passer au tableau. J'ai demandé... Ah mais je n'ai pas tout raconté, ça fait rien. Hein. Je n'ai pas tout raconté. Hein. J'aurais dû vous dire que nous étions le 29 juillet 2019. Que nous étions dans la salle de la pleine lune. Que nous étions au hameau nouveau. Et que j'étais très heureuse d'être avec vous. Voilà. C'est bien, ça fait une pause. Je voudrais en profiter pour remercier Sœur Yakwa, ma jeune attendante, à qui j'ai dit, quand j'écris au tableau, je suis tellement impressionnée que je suis souvent pas capable d'écrire correctement. Oh, ça va vous cacher, mais ils en ont besoin un petit peu là-bas aussi. Vous le déplacez peut-être, si vous voulez. Donc, notre maître est un génie. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais ça y est, c'est dit. Notre maître est un génie. Pourquoi ? Notre maître a découvert comment rendre visible l'esprit. Comment le rendre visible, et pas seulement ça. Comment faire comprendre à travers les yeux, nos yeux, et notre intelligence, comment fonctionne l'esprit. Mais c'est incroyable. Vous y voyez quelque chose, mes amis? Mais vous pouvez regarder sur l'écran, ça va? C'est bon? Donc j'ai demandé à notre sœur de faire le beau dessin que notre taille nous a offert. Nous avons, à la maison de l'Inspire, nous avons un jeune homme, un jeune adulte, qui était traité à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. C'est un hôpital très réputé pour les maladies mentales. Et il y a à cet endroit-là un médecin qui s'appelle le médecin docteur Christophe André, très célèbre maintenant, qui enseigne la pleine conscience, qui enseigne la méditation à ses patients. Des séances de méditation, des séances de compréhension de ce qu'ils vivent. Et nous avons été invités avec Sœur Tonim, il y a déjà pas mal de temps, à venir le rencontrer. Quand nous sommes arrivés, M. Christophe André était en train d'enseigner la méditation dans cet hôpital à un groupe de patients. Et donc nous n'avons pas pu le voir immédiatement, mais nous avons été reçus par un autre groupe de patients avec plusieurs autres médecins. Et ils nous ont posé plein de questions, puis les questions, elles étaient tellement intellectuelles. Ah ben non, quoi. C'est pas comme ça qu'on y arrive.
Alors il y avait un tableau, il y avait des craies, et puis j'avais pas trop peur de faire des bêtises parce qu'il n'y avait pas de grand frère, grande sœur qui pouvaient savoir mieux que moi. Alors j'ai osé passer au tableau. Et j'ai dessiné ce que notre sœur Yakwa a dessiné au tableau. Elle a très bien fait, hein? Un grand cercle. Vous voyez, un grand cercle. La partie supérieure, c'est le mental. C'est la partie avec laquelle on comprend, on peut voir, saisir ce qui se passe. La partie médiane, c'est une partie de nous très attachée à notre personnalité et d'identification à quelque chose. Et en bas, il y a ce qu'on appelle la conscience du tréfonds. C'est la partie à laquelle nous n'avons pas accès. Ça va ? C'est pas trop vite. C'est la partie à laquelle nous n'avons pas accès, à cette partie-là. Dans la tradition occidentale, en psychologie, on dit qu'il y a le subconscient, il y a l'inconscient, il y a le surmoi, etc. C'est une toute petite partie de cette merveille qui est là. C'est beaucoup, beaucoup plus grand que ça. Mais il y a bien ça à l'intérieur. Il y a bien cela à l'intérieur. Je remercie aussi pour les couleurs différentes qui m'ont été proposées. J'aime bien dessiner. Voilà. Vous avez vu que notre sœur a dessiné un œil, un nez, une oreille, une langue très mignonne, une main. Ce sont les 5 sens. Mais dans la tradition bouddhiste, suivant la vision profonde du Bouddha, le mental est le 6e sens. Et ces organes des sens nous permettent d'être en contact avec tout ce qui nous entoure. Une fois que nous sommes en contact avec l'œil par lui-même, c'est un organe qui est grossier. C'est comme un appareil photo. C'est parfait, mais c'est un appareil photo. Il n'y a pas de sensibilité, d'interprétation, il n'y a rien encore. Mais tout doucement, à travers le nerf optique, puis ensuite la projection dans le lobe postérieur, la région pour... ça commence à devenir beaucoup plus subtil. Le message va passer à travers notre cortex, notre cerveau reptilien d'abord, savoir si ce qu'on vient de voir, on prend l'œil, savoir si ce qu'on vient de voir est dangereux ou pas, en fait. Est-ce que c'est dangereux ou pas, ce que je viens de voir? Et on ne sait pas, tout ça, ça se passe complètement indépendamment de nous, de notre conscience mentale. Ça se passe bien en nous, enfin ce qu'on appelle nous, mais c'est bien, c'est vrai, c'est ça. Et puis une fois que c'est passé là, que ça franchit, s'il y a quelque chose de dangereux, immédiatement la réponse va être la lutte ou la fuite. On n'aura pas d'autre solution. Ou si on a mis quelque chose dans sa bouche, de s'en débarrasser rapidement, par exemple. Brûler, on retire la main, mais tout ça, c'est pas volontaire, c'est pas quelque chose de pensé, consciemment pensé. Ça peut le devenir avec la pleine conscience, en développant la pleine conscience. Ma voix est assez forte, ça va? Donc, l'œil, et ensuite, je finis. Et donc, ensuite, le message va continuer de plus en plus subtil et va arriver au cortex. Et là, le message va être complet. Mais est-ce que c'est le vrai message ? On va faire une expérience. J'ai fait cette expérience avec mon petit-fils, il avait 6 ans. J'étais en train d'enseigner ça à un groupe d'amis qui sont de la ville de Liège. Et il est venu, il me voyait que je faisais des dessins, il m'a dit « Je peux regarder ?» Je lui ai dit « Oui, bien sûr, Valérian. » Et j'ai continué à expliquer comme s'il n'était pas là. Un enfant, ça comprend tout.
Et ça enregistre. Et donc il a regardé. Alors ce que j'avais fait, j'ai dessiné, ça c'est du rouge et du noir, hein. Il y a du bleu? Non, hein, c'est du noir, ok. Je vais dessiner une fleur. Voilà, elle vous sourit, une petite fleur. La fleur par elle-même, elle est complètement neutre. On nous a appris à dire elle est belle ou elle n'est pas belle. Elle est belle, elle est flétrie, il faut l'acheter. On nous a appris ça. Mais la fleur par elle-même, elle est tissée par l'univers. Elle est tissée par l'eau, elle est tissée par la terre, elle est tissée par l'air, par le soleil, par l'espace et par sa propre conscience. Elle est tissée par la conscience. Vous imaginez? Elle est tissée par la conscience. Elle est neutre. Notre corps est fait de terre. Oui, on mange des objets qui viennent de la terre. Notre corps est fait de terre. Il y a même des sels minéraux dans l'eau qui circulent dans notre corps. Nous sommes faits de terre, nous sommes faits d'air. Chaque fois que nous respirons, l'oxygène et les gaz carboniques jouent à cache-cache au milieu de nos globules rouges. Hein. Nous sommes faits du soleil. Sans soleil, il n'y a pas de vie sur la terre et notre corps est chaud. Notre corps est fait d'espace. Si on regarde notre corps sous la forme atomique, vous pourriez voir éventuellement la Voie lactée ici, au lieu de me voir. Hein. Et oui, vous ne me verriez pas si vous aviez des yeux atomiques. Vous pourriez d'ailleurs pas me voir parce qu'il y aurait une telle quantité d'atomes entre moi, très très lointain. Voilà, hein. Terre, air, eau, feu et conscience, espace. Nous sommes tissés dans le même tissu, on a simplement des formes différentes. Ça va? Il y a quelqu'un qui comprend? Parce que j'ai mis tellement longtemps à essayer de m'approcher de cette réalité. Nous sommes tissés dans le même tissu. Et alors on découpe une forme et c'est moi, on découpe une autre forme et c'est la rose. C'est magnifique. La rose est neutre. L'œil regarde la rose. C'est par cet organe d'essence que la rose va pénétrer dans ma conscience, dans la conscience. Elle prend le chemin, donc la rose, elle prend ce chemin et elle descend. Elle va d'abord aller toucher quelque chose qui existe déjà. À l'intérieur de notre conscience profonde, la conscience du tréfonds, on l'appelle encore Alaya Vijnana, il y a des graines. Et ces graines sont nombreuses. Alors, on va utiliser des moyens drastiques qui n'existent pas dans la réalité, le blanc et le noir. Ce sont des désignations conventionnelles. Hein. Elles sont quand même bien visibles, hein, ça va? On dira que ces graines-ci sont des graines positives, c'est-à-dire quelque chose d'agréable et qui mène au bonheur, à la beauté et à une vie plus saine. Et puis ici, on dira que ce sont des graines négatives qui, elles, nous entraînent vers la colère, le désespoir, la peur, etc. C'est un peu petit, mais ça se voit quand même. On peut voir? Ça va? Tout le monde voit? Donc, et nous avons aussi des graines qui sont neutres. Hein. On va les faire comme celle-ci pour les distinguer des autres. Voilà. Quand l'œil voit la fleur, qui est neutre,
elle est neutre, elle descend là, elle est neutre, et elle va toucher une graine de mémoire, on va dire positive, hein, pour le moment. Elle va toucher une graine de mémoire positive. Et on va se dire, une rose. Hein? Il y a quelque chose comme ça, c'est une rose. Mais avant que ça ne devienne conscient, parce que là c'est encore dans l'inconscient, j'allais de travers. Hein? Avant que ça ne devienne conscient, pour que ça devienne conscient, il faut qu'elle monte, cette rose, et qu'elle se manifeste, encore un peu plus haut, qu'elle se manifeste au niveau du mental. Et on la reconnaît comme une rose. Et si la mémoire est plaisante, alors ça va être rayonnant. Hein? Oh, la belle rose! Il y a quelqu'un qui m'a offert récemment une rose éternelle. C'est la personne qui a donné naissance à cette rose ignore l'impermanence. Mais pour le moment, elle est exactement comme quand elle me l'a offert, malgré la chaleur, malgré tout, elle est impeccable. Et elle est sans eau. Je pourrais la sortir, c'est vraiment quelque chose de particulier. Hein. Donc voilà, je vais la garder, l'offrir à quelqu'un qui va la garder très longtemps. Voilà, la rose, c'est le bonheur. Vous êtes d'accord? Ça a touché une graine, une mémoire de bonheur. Oui? Tout le monde se reconnaît là-dedans, ça va? Et pour que ce soit, si nous sommes des pratiquants, si nous ne sommes pas pratiquants, c'est « oh, c'est bien ». Et puis hop, on pense à autre chose et on va ailleurs. Si nous sommes des pratiquants, on se dit « oh, comme elle est belle ». Et nous la contemplons, nous la regardons, nous prenons le plus de temps possible pour pouvoir la garder dans notre mental, dans notre conscience, avec la pleine conscience et le souffle, j'inspire, j'expire, oh mon Dieu, quel bonheur. Une rose magnifique. On prend le temps pour contempler. D'accord? Ça, quand nous pratiquons ça, c'est la 3e diligence. Mais je ne vais pas me lancer là-dedans, sinon je n'arriverai pas au bout. La 3e diligence, c'est conserver le plus longtemps possible ce qui est agréable. Donc, pour ça, on va réveiller notre graine de pleine conscience. On va la solliciter, hein, il y aura un pont entre les deux, et puis on va aider notre pleine conscience à se manifester, à embrasser, embrasser notre fleur, et la garder le plus longtemps possible, pour que dans les moments difficiles, on puisse s'en souvenir. Oh, aujourd'hui, j'ai vu une fleur magnifique. On est un peu triste, ou bien on s'ennuie, et on sort cette rose de notre mémoire. Et on la laisse s'épanouir à nouveau devant nous. Comme tu es belle, ma chère rose. Et ça, c'est la 4e diligence. C'est-à-dire, ce sont des pratiques. Si vous voulez conserver la pratique du village des pruniers, il faut pratiquer comme ça. La première diligence, quand on voit quelque chose, on reste le plus longtemps possible. La 4e diligence, c'est on sait qu'à l'intérieur, il y a une mémoire magnifique, et quand on en a besoin, on va la chercher. Au lieu de sauter sur le téléphone, le computer, vous connaissez, hein, tout ce qu'on peut utiliser. Maintenant, il s'avère que cette rose me rappelle terriblement un souvenir très douloureux. On voit ça comme ça? Vous voulez essayer? Cette rose m'a été offerte par une personne qui est partie, que je ne reverrai plus, parce qu'elle est partie au bout de la terre. On dira ça comme ça. Ça va? C'est gai? Non. Quand mon œil rencontre la rose, elle est toujours neutre. Elle pénètre, elle touche, dans un premier temps, un souvenir agréable.
Parce qu'une rose, c'est une rose. On nous a appris à aimer les roses. On les cultive pour qu'elles soient belles. On les fait de plus en plus belles. On essaye même de les parfumer, je pense. Maintenant, nous mangeons des fruits excellents, délicieux, sucrés, parfaits. Plus de bébés à l'intérieur. Alors, ça va toucher donc la fleur. Elle va toucher la graine de bonheur dans un premier temps. Et dans un second temps, elle va aller toucher une graine de grande souffrance. L'absence. Je t'ai perdu. Je ne te reverrai plus. Je t'aime, mais tu pars jusqu'au bout de la terre, et puis je ne sais même pas si je serai vivante quand tu reviendras, et inversement. Donc c'est l'horreur. Vous êtes d'accord? C'est vraiment triste, c'est pas agréable du tout. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez remarqué qu'elle a cessé d'être neutre, hein? Ça n'est plus la rose, c'est l'émotion. Et c'est l'émotion qui va monter dans notre mental. Il va monter en ligne droite. Ça marche pas. Alors, non, ah oui, un petit peu, ça va aller. C'est un peu pâle, mais ça fait rien. Hein? Elle arrive là, et à ce moment-là, tout ce qui était magnifique autour de la rose disparaît. Nous ne sommes plus du tout en contact avec le bonheur. Nous sommes en contact avec le désespoir. Non, bon, ça va. On lâche prise, hein, c'est ce qu'on a appris tout à l'heure. Hein. On est en contact avec le désespoir, avec la colère, avec la violence, l'impuissance, tout ce que vous voulez. Et la rose, on ne voit pas la rose. On ne voit plus la rose. La rose n'existe plus dans notre mental. N'existe, n'est réveillée, ne peut se manifester que notre désespoir, notre colère, notre impuissance. Que fait-on? On réveille la pleine conscience. Oh là là, où suis-je en train de partir? Dans quelle direction vais-je encore me perdre? Je réveille tout de suite la pleine conscience. Ça, c'est une cloche. Ça vient de sonner, ça me met dans cet état-là, mais c'est vraiment pas possible. Donc je réveille la pleine conscience. Vous avez remarqué, je l'avais déjà réveillée, je l'ai laissé réveiller. La pleine conscience va venir embrasser, entourer, reconnaître, apaiser, câliner cette souffrance. Peut-être quand on était enfant, on a aimé quelqu'un très fort, très très fort, et on a été séparé de cette personne. Cette personne ne s'est plus représentée dans notre vie. Peut-être on a reçu... oui, il y avait des choses comme ça qu'on a vécues, enfant. Hein? Et la chose a disparu. La personne a disparu. Et on reste dans cette souffrance, vous savez. Mais on n'y croit pas, on ne croit pas qu'on souffre de ça. Ça dort là, ici. Ça dort. Mais la nuit, de temps en temps, ça ressort. Ou de temps en temps, ça ressort dans la journée, mais ce n'est pas vraiment très précis. Alors, on va dans le frigidaire, ou on ouvre le tiroir et on mange du chocolat, ou on téléphone au meilleur ami, ou on ouvre la télévision, ou on va faire du sport. On a tellement mis au point de moyens de s'enfuir, il n'y a pas de jugement. Hein. Nous sommes tous comme ça. Hein. Pas de jugement. C'est juste découvrir cette réalité telle qu'elle se manifeste. Si je ne pratique pas et que je ne mets pas la pleine conscience en route, cette souffrance-là va obstruer tout mon mental. Vous comprenez? Et plus nous gardons dans notre mental cette souffrance. Ouais. Vous voyez? C'est le paradis. Vous dites seulement, j'ai envie de... Voilà. Il faut que je perde cette habitude quand je vais à l'extérieur. Hein. Merci beaucoup, chère sœur. Donc, vous voyez? Oui, on va l'utiliser tout de suite. Tu l'as mis là? Ou là? Je ne sais plus. Là. Il est là, oui. Oui. Et donc, le rouge va envahir tout notre mental. Hein? On ne mange plus, on boit de temps en temps, parce qu'on ne peut plus faire autrement.
Les enfants nous parlent, on ne les écoute pas, parce que c'est pas... Laisse-moi tranquille, mon amour, je suis désolée, ça ne va pas du tout. Et on a raison, parce que ça ne va pas du tout. On le reconnaît, on fait reconnaître aux enfants, ça ne va pas du tout. Ou bien aimé, s'il te plaît, on parlera de ça un autre jour. Mais quand on est enfant, on fait pareil. Pas seulement papa et maman. Donc, plus on va garder dans notre mental l'énergie de la colère, du désespoir, etc., plus la graine de laquelle elle est issue va grandir. Nous donnons de la force à cette énergie. Nous donnons de la force à cette énergie. Notre maître nous a expliqué que pour la colère, et dans certaines thérapies, on demande aux personnes de frapper sur un coussin. Et notre maître nous dit, si on était vraiment sensé, on se rendrait compte qu'on frappe sur un coussin. On devrait se réveiller à ce moment-là. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je tape sur un coussin. Il dit, ça fait grandir la colère. Ça cultive la colère. Ça arrose la colère. Elle devient plus puissante, plus puissante. Et un jour, on va se trouver en face de la personne et on va passer à l'acte. C'est la vision profonde de Thay. Donc, la première diligence, c'est quand la souffrance arrive, on en prend soin tout de suite, on la reconnaît, on retourne à son souffle, on la reconnaît, on la nomme, on l'embrasse, on l'apaise, et grâce à l'impermanence, de toute manière, elle va redescendre à sa base. Si nous avons pratiqué, elle va redescendre un tout petit peu plus petite. C'est bon signe. On est sur le bon chemin. Et lorsque en haut, c'est neutre, c'est calme, etc., on évite de penser à la souffrance. On en a plein. On n'a qu'à choisir. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui à mon dîner? Un petit peu plus de violence, un peu plus de colère. Ah oui, il m'a fait ça la dernière fois, mais c'est impossible. Est-ce que ça va durer longtemps? Etc. On en a plein. Alors il ne faut jamais y toucher. Ça, c'est la seconde diligence. Première diligence, la souffrance vient dans notre esprit, on en est conscient, on en prend soin tout de suite. On l'embrasse, on la câline, on la reconnaît, elle redescend. Moi, il y a une phrase que j'utilise beaucoup pour faire redescendre ça, c'est elle inspire comme elle expire, apaiser. Apaiser. Pour moi, ça marche super bien. Donc, vous trouvez votre moyen, votre façon de voir, ce qui vous convient le mieux. Donc, quand la souffrance apparaît, on en prend soin tout de suite et on l'apaise avec la pleine conscience, avec les pratiques de douceur, de tendresse. C'est la première diligence. Deuxième diligence, en bas, on le sait, il y a des graines de souffrance en grand nombre. Et des graines de beauté en grand nombre. C'est bien, hein? Alors, on n'y touche pas. Les petits-enfants, quand ils tombent, ils ont des croûtes aux genoux. Vous avez eu ça déjà dans votre vie? Et bien, quand on s'embête, on griffe, on enlève les croûtes. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça saigne. Et on recommence. Et bien, nous faisons exactement pareil avec notre mental. Nous sollicitons, quand ça ne va pas, nous sollicitons les graines de souffrance qui sont en nous. Deuxième diligence, on sait qu'on a de la souffrance en nous, on ne la touche pas. Et on fait ce qu'a dit Tai Phapiong hier, on regarde du côté de ce qui est beau. On prend du temps pour contempler ce qui est beau. On va regarder le ciel, on va regarder les oiseaux, ou bien quelque chose. Mettez sur votre bureau de travail, ou là où vous êtes, mettez une petite cloche. Vous pouvez aussi inviter un petit son de cloche discret. Vous pouvez mettre des belles fleurs
Et dès que ça va plus, vous tournez les yeux vers la fleur. Oh, j'avais oublié de te regarder comme tu es belle aujourd'hui. Hein? D'accord? Donc, on n'y touche plus. On n'y touche pas. Je reprends donc. La troisième diligence, quand on a quelque chose de très beau dans notre mental, on éveille la pleine conscience, on la développe, on garde ce qui est beau le plus longtemps possible dans notre mental, de façon à ce qu'il occupe tout le mental, fasse grossir la graine à la base, et comme l'impermanence est là, inévitablement ça va disparaître. Mais on a un stock de bonnes graines en bas. Et quand ça ne va pas, là, on peut y aller. On peut inviter les graines à se manifester. Normalement non, mais pourquoi pas? Pardon, vraiment, je bloque sur on n'y touche pas. Qu'est-ce que ça veut dire on n'y touche pas à ces graines de souffrance? Voilà. Quand on s'ennuie, quand on n'a rien à faire, quelquefois on a tendance à aller toucher cette graine et la réanimer. Un événement douloureux de notre vie. On va avoir tendance à aller chercher, fouiller, retourner. Et chaque fois... Ah. Qu'entendez-vous par ne pas toucher la graine de souffrance? On n'y va pas n'importe comment, on n'y va pas n'importe quand. S'il y a quelque chose à regarder en soi pour comprendre, on se donne rendez-vous. On ne le fait pas en lavant la vaisselle, on ne le fait pas en cuisinant, on ne le fait pas en sortant du bus, on ne le fait pas en marchant, on ne fait pas ça. On va s'asseoir et on va s'inviter, avec la respiration consciente, après une assise tranquille, on va s'inviter à faire remonter et à accepter si on est assez fort, si on est assez stable, si on sait qu'on va maintenir la pleine conscience sur cet objet. Sinon, on demande de l'aide à quelqu'un qui pratique la même chose et qui va se servir de point d'acupuncture à côté. Va respirer, calmer, pas poser de questions, rien, rester juste à côté en pleine conscience. Et il se passe une chose, c'est qu'on se donne 10 minutes, un quart d'heure maximum pour regarder dedans. Un peu plus. Et on n'y revient pas 30 000 fois. Plus on y revient, plus le circuit neurologique se creuse, s'affine, et plus à la moindre fleur de rose, pouf, immédiatement, ça ne passe pas par tout ce que je vous ai raconté, c'est un acte réflexe. Donc normalement, on ne devrait pas toucher nos graines de souffrance trop souvent. On doit nourrir cet espace-là de beauté, de façon à ce que les graines de beauté prennent de la force pour aider quand on rencontre les graines de souffrance. C'est très facile à comprendre. C'est presque enfantin. Et c'est très important de connaître ça. Hein. Nous avons 48 formations mentales, plus 2 autres avec le corps et les sensations. Hein. Donc ça, pour comprendre notre esprit, c'est ça. Quand j'ai dessiné ce dessin-là au tableau, tous les gens ont dit, mais j'ai enfin compris, quoi, mon truc, quoi. J'ai compris.
Et quand on a rencontré M. Christophe André, j'ai demandé à Certonime, va au tableau, dessine. Et elle a expliqué, très impressionnée. Pourquoi? Parce que pour une fois, c'était expliqué clairement. C'était pas l'intellect qui essayait de saisir un objet comme ça. Hein. C'était devenu comme quelque chose de compréhensible, une réalité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Taille était un génie. Hein. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et ici, il y a une partie de nous, vous avez compris pour les deux autres, ça va? C'est clair? Ici, il y a Manas. Alors celui-là, on l'appelle le jardinier. Hein. C'est le jardinier, le mental. Il y a cinq sens, mais il y a 5 consciences. La 6e conscience, c'est le mental. La 7e conscience, c'est Manas. Et la 8e conscience, c'est la conscience du tréfonds. Mais ça, vous pouvez trouver ça dans des livres. Je voudrais passer sur des choses dans le concret, ce que vous pouvez mettre en pratique. Hein? Alors Manas, il joue un rôle important. Si quand vous étiez petit, vous avez peut-être été l'objet d'une adoration illimitée de papa, de maman, grand-père, grand-mère, ou professeur, peu importe. Oh, qu'il est beau ce petit! Quelle merveille! Et c'est un trésor, c'est un bijou. Alors, il y a une graine en bas, une graine de bonheur, comme je suis merveilleux, émerveillement de joie, qui est touché, bien grandi, bien grossi. Hein? Et chaque fois qu'on rencontre, il y a des personnes, j'en ai fait partie, des personnes qui, quand ils rencontrent quelqu'un, sont papa. Moi avec Taille, papa. Mais je ne voyais pas. Ou maman. Ils vous regardent avec des yeux, mais ça déborde d'amour. Parce qu'il n'y a pas encore le refuge à l'intérieur de soi suffisamment développé pour ne plus chercher à l'extérieur ce qu'on a en soi. Hein? Et quand je Taille passait à côté sans me regarder, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ça vous fait rire, vous savez pourquoi? C'est parce qu'on est tous pareils. Oh mon Dieu, j'ai dû vraiment mal me conduire. Peut-être que je ne suis pas du tout en pleine conscience, peut-être qu'il a honte de moi. Hein. Et je pars. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Alors, ici, donc là, il y a le jardinier. Là, il y a le jardin. Hein? D'accord? Où il y a nos graines qui sont plantées, on les appelle bija, les graines. Il y a le jardin. Il y a un jardinier, il y a un jardin. Alors, dans un jardin, si vous avez un jardin, c'est plutôt les belles fleurs qu'on fait pousser, plutôt que les autres. Ça va? Vous êtes d'accord? Qui arrose avec amour les ronces, par exemple? Personne, hein? Pourtant, il y a des murs sur les ronces, quand même. Ou bien des églantines. Mais vous préférez les rosiers ou les framboisiers. Nous sommes d'accord. Donc voilà, le jardinier, le jardin. Le rôle du mental, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui arrive à lui, qui rentre par un des 5 sens ou par la pensée. Ah, je viens de penser à ça. Hein? Alors c'est une pensée positive, je la développe. C'est une pensée négative, j'en prends soin. Et je regarde pourquoi elle est rentrée. Elle est peut-être rentrée par un des 5 sens ou une mémoire, et elle se manifeste dans mon mental. Et j'en prends soin. Manas, donc, c'est celui qui s'identifie à ce qu'on nous a fait croire. Non, mais c'est pas possible, ce gamin, cette gamine, je sais pas quoi en faire. Hein. Mais je sais vraiment pas quoi en faire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cet enfant? Est-ce qu'il y a un devenir possible quand on est pareil, quand on est comme ça? Est-ce que c'est possible? Hein? Ben oui, c'est possible. Mais on ne sait pas encore. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on s'identifie
on s'identifie à nos graines. On s'identifie à ce qu'on a entendu, à ce qu'on a expérimenté, à ce qu'on nous a dit. On s'identifie à notre façon de nous habiller. On s'identifie à la coiffure qu'on a regardé la mienne. Vous voyez ? On s'identifie à la mode, on s'identifie à des choses semblables. Mais ce n'est pas nous. Notre joli ensemble, pantalon jaune et petit chemisier vert, c'est pas vous. Ça vous va très bien, mais c'est pas vous. Hein? Je me souviens avoir lu un article sur le roi de Thaïlande, pour lequel, l'ancien roi, pour lequel j'ai développé une très grande admiration. Bien que je ne sois pas thaïlandaise, bien que je n'ai jamais vécu près de lui, il avait l'habitude tous les soirs d'enlever son costume de roi, de le poser sur une chaise et de dire « ça n'est pas moi, ça n'est pas moi, le roi, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce costume ». Hein, et il disait « si demain je meurs, je laisse ma dépouille et puis c'est pas moi ». Il était très évolué. Il avait été moine, je crois, pendant 6 ou 7 ans dans un monastère. Et c'est une personne que j'admire énormément. Et il avait énormément de qualités. Il avait compris ça. Donc il était roi, mais Manas ne jouait pas avec lui le rôle du trompeur. Manas, on l'appelle l'amoureux. Ça vous plaît hein, comme nom ? Amoureux. C'est l'amoureux. C'est celui qui est attaché. C'est celui qui provoque nos attachements. Il joue ce rôle très fort. Et il joue aussi un rôle important dans nos peurs, dans nos chagrins, dans notre non-vision de la réalité telle qu'elle est. Il joue un rôle important. Je vous ai dit comment il est amoureux, hein ? Mais quand on est amoureux de quelqu'un, il se l'approprie. Ça, c'est à moi. C'est ma femme. C'est mon mari. Ou bien c'est mon enfant. C'est mon papa. C'est ma maman. C'est ma voiture. Moi, c'est lui. C'est l'amoureux. Il joue un rôle important. Quelquefois, quand nous traversons des périodes très difficiles et des périodes de grande souffrance, il y a une graine à laquelle on ne veut plus toucher. Chaque fois qu'elle monte, on est détruit. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais. Ou il y a un événement très violent, quelque chose de très puissant qui nous est arrivé. Et on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'accepter. Alors l'esprit s'en saisit et le met en bas, là. Normalement, les pensées montent, occupent le mental, puis redescendent. Si elles sont assez fortes, stimulées assez fortes, elles montent jusque-là. Sinon, quelquefois, elles pataugent un peu en bas. Heureusement qu'on n'est pas conscient de toutes les pensées qui nous traversent. Il y en a énormément. Mais voilà, il y a une circulation naturelle qui se fait. Une circulation naturelle entre cette conscience merveilleuse qui est notre conscience, elle est à la fois individuelle et collective, parce que toutes les mémoires de tous nos ancêtres sont dans chacune de nos cellules. Donc on les a en nous, hein, et on va les transmettre. Plus toutes celles de notre société, plus toutes celles de la Terre, plus celles du cosmos. On ignore, mais nous sommes les enfants du cosmos et nous sommes, notre conscience est à la fois donc individuelle dans ce qu'on développe personnellement et collective. Là, ici, il y a une conscience collective hein, qu'on peut très bien toucher à travers votre écoute. Alors, il se passe ça. Hein, ça peut venir d'une des 5 portes, la 6e porte mentale, une idée qui arrive et qui touche, ça touche cette zone-là, cette zone de souffrance. On va prendre cette graine, par exemple, et
Alors donc, comme elle est touchée par un des 5 organes des sens ou une pensée, le jardinier, elle remonte et elle va chercher à s'exprimer. Elle va chercher à monter pour être ici. Mais c'est qu'on ne veut plus en entendre parler. On a décidé que ça n'existait plus, consciemment ou inconsciemment. On a fait le blocus. Plus question, plus jamais. Consciemment ou inconsciemment. Et qu'est-ce qui se passe? Comme la circulation ne se fait pas, ça va tourner en rond, hein, dans notre conscience du tréfonds, jour et nuit. Ça va monter, buter, redescendre, monter, buter, redescendre, et tourner, et tourner. Et ça entraîne des maladies physiques graves, des maladies mentales graves. Et certaines des maladies mentales viennent de là. Et certaines des maladies physiques, elles viennent de là. Notre peur de rencontrer le monstre qui dort dans notre conscience du tréfonds. Notre maître a pris un très bel exemple. Il dit, à la cave, il y a une cocotte minute qui tourne, et on entend comme ça, on dit, il y a un dragon à la cave, hein. Il y a un monstre qui est enfermé. Mais si on ouvre la porte et qu'on descend, on dit, oh, la cocotte minute, elle a tourné trop fort, là. On ouvre et on laisse partir, il n'y a pas de monstre. On peut aborder ce qui se passe là-dessous. On peut l'accueillir. Et alors, à partir de ce moment-là, la circulation se fait naturellement et l'harmonie revient dans le corps et dans l'esprit. Et tout doucement, on guérit. Le Bouddha a dit, tout vient de l'esprit. Tout vient de l'esprit. Donc, pas seulement le nôtre, mais aussi tout ce qu'on a acquis. Si vous pouvez trouver une seule chose dans cette salle qui ne vient pas de l'esprit, vous me le faites savoir. Qui a inventé ce tableau? C'est venu d'un esprit. Il y a des êtres, des centaines de milliers d'êtres qui ont travaillé pour qu'un jour il y ait un tableau ici. L'estrade, les fleurs, le coussin, les escaliers, les portes, la lumière, tout. Cherchez. Faites de votre vie quelque chose de passionnant. Essayez de regarder dans cette direction. C'était clair pour ça? Ça va? Ça remet en question peut-être des personnes qui travaillent dans des directions comme la psychologie occidentale, parce que ça semble être quelque chose qui ne correspond pas, mais qui peut être très... Si les psychologues, psychiatres se penchent sur la psychologie bouddhique, il va y avoir un boom extraordinaire dans la guérison des maladies mentales. Une rapidité dans la guérison. Hein? C'est ce que nous pensons, c'est ce que je pense. Je m'engage. Là. Voilà. Mais j'y crois, hein. J'ai vu déjà. Hein. Alors en pratiquant de cette manière-là, en comprenant cela et en pratiquant comme ça, on peut se réconcilier avec les amis, avec les personnes, avec la famille. On peut comprendre que la personne avec laquelle on a des contacts n'est pas une personne séparée de tout le reste. Que cette personne a été élevée par des parents qui lui ont transmis ces gènes. Trop vite ? Et on a été élevé, on a reçu certaines graines.
On ressemble vraiment à nos parents. On est vraiment moitié papa, moitié maman. Et on ne peut en aucun cas les expulser, savez-vous? Ils sont en amour, unis indéfectiblement dans chacune de nos cellules. Le chemin, c'est la compréhension. Comprendre qui est papa, comprendre qui est maman, qui est mon bien-aimé, qui est ma bien-aimée. Sir Chan Kong, l'autre jour, nous disait, on épouse un éléphant, et puis en fait, c'est un rhinocéros. On n'avait pas vu. Je trouve que c'est très juste. C'est très juste. Pareil pour les dames. Hein. Il y a des rhinocéros et des mamans éléphants. Hein. Donc voilà. Et nous sommes le produit de tout ce monde merveilleux qui nous entoure. Je vais vous poser une question très grave. On respire. C'est une question très importante. Vous n'avez pas besoin de me répondre, répondez-vous à l'intérieur de vous. Je vous ai partagé le Dharma ce matin. Ai-je dit un seul mot que vous n'ayez jamais entendu? Vous n'avez jamais entendu ce mot, à part les mots un peu dharmiques, hein, d'accord, mais ça, c'est pas mon invention. Hein. Avez-vous entendu ce matin une seule phrase qui n'ait jamais été dite, que vous n'ayez jamais entendue? Jamais. Avez-vous entendu ce matin une seule idée qui n'ait jamais existé sur cette planète? Maintenant, vous avez le droit de lever la main. Hein, si par hasard, j'ai dit quelque chose qui n'a jamais été dit sur cette planète. Alors, qui a parlé? Qui a enseigné ce matin? Même l'esprit est vide. Vide d'un soi séparé. Même l'esprit est vide d'un soi séparé. C'est-à-dire, c'est impossible. Si j'étais élevée par un lion ou une lionne, qui a une lionne, plutôt une maman lionne, hein, et qu'on m'amène ici, voilà. Hein, j'ai vécu X années avec une maman lionne, j'ai été élevée depuis que je suis bébé, et alors je me manifeste comment devant vous? Croyez que je peux m'asseoir ici puis vous donner un enseignement comme ça? Vous avez le droit de répondre. Il y a peu de chance. Hein, il y a peu de chance. Hein. Même si je vous sentais très, très sympathique, je viendrais vous lécher, par exemple, ça serait sympa. Hein? Donc, qui est là? Quel est l'être qui est là? Il y a bien quelqu'un, hein? Oui, il y a quelqu'un. Mais qui est là? Hein? Le résultat de tout ce qui nous entoure. Et je parle de moi pour ne pas vous mettre en difficulté. Je pourrais vous poser la même chose, la même question à chacun. Hein? Nous sommes vides d'un soi séparé. C'est magnifique. Et nous avons la liberté de transformer toutes les graines dites négatives, qui resteront quand même sous la forme de semences toutes petites quand elles sont bien transformées. Et Manas, qui regarde le monde avec son regard déformant, va devenir comme un miroir. Tout l'alaya va devenir comme un miroir. Il va refléter la nature des choses telles qu'elles sont. Et alors on verra une rose neutre, et on dira, ah oui, cette rose neutre, mais belle, a provoqué chez moi telle émotion. On ne tombera pas dans l'émotion, on ne sera plus piégé par ce genre de choses. Vous imaginez la liberté que ça peut apporter ? Hein? Je vais boire un petit peu de thé, si vous le permettez. Je le partage dans mon cœur avec vous. Hein? Je suis passionnée par le Dharma. C'est une vraie passion. Et j'ai beaucoup de chance. Regardez,
la délicatesse des sœurs. Regardez. Elles ont trouvé, elles lui ont fait un petit crochet, là, un petit manteau en crochet pour le garder encore plus chaud plus longtemps. Hein? C'est pas beau ça? Et puis là, il y a un cœur. Voyez, un cœur avec des fleurs. Ça s'appelle le jardinier qui cultive la laya. Hein? Le jardinier qui cultive le jardin. Dans chaque chose, mettez de la beauté. Si vous le pouvez. Alors se réconcilier, c'est très facile. Dès qu'on a vu ça, oh, mais c'est mon beau-père qui est en train de me parler à travers mon mari. Bonjour papy. Et on ne dit pas, ah non, mais tu vas pas faire comme ton père, c'est pas possible. On fait pas ça, hein. Ça, c'est pas arroser les bonnes graines. Non mais, t'as vu comme tu parles? Mais c'est ta mère, là, c'est pas possible. Mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Tu peux pas devenir toi, non? Toujours obligé de faire comme ta... C'est rigolo, vous trouvez pas? Il faut savoir rire de soi. Il faut savoir rire de soi. Alors la prochaine fois, on peut se servir, dès qu'on voit apparaître le beau-père dans le papa. Hein? Ça marche. Si on a mis si on a décidé de dire chaque fois que tu vas un peu trop vers papy, je te fais comme ça avec la tête. Ça veut dire j'ai l'impression qu'il y a une moustache qui pousse là où il n'y en avait pas tout à l'heure. Ou bien on peut faire pareil avec la maman. Hein? Discrètement avec un sourire gentil, hein, pas moqueur s'il vous plaît, sinon vous allez les mettre plus en colère. Et regardez comme vous êtes beau dans vos enfants, comme vous êtes beau dans vos petits-enfants. Regardez-vous comme vous êtes beau dedans. Vous vous êtes transmis intégralement, nos ancêtres se sont transmis intégralement en nous. C'est une chance incroyable que nous avons. Taï dit, chaque fois que vous faites un pas, tous les ancêtres font un pas, tous les descendants font un pas, en même temps. Et on guérit le monde, on guérit notre lignée. Et il arrive un jour où vous ne comprenez pas pourquoi, naturellement, votre bien-aimé dit, bon, la prochaine fois que tu vas au village des pruniers, je te suis. C'est pas possible. Mais c'était tout à fait contre ses idées. Mais il a vu que chaque fois que vous rentriez, vous étiez si frais, si fraîche, si gentil, si plein d'amour. Pendant que vous êtes ici, que vous êtes dans cette bonne ambiance, écrivez des lettres d'amour à ceux à qui vous ne l'avez pas fait. Avant ce soir, minuit. Mon amour, sais-tu combien je t'aime? Ça fait une éternité et demie que je ne te l'ai pas dit. Je sais que tu as besoin de l'entendre, mais je suis tellement devenue patoude, je ne sais pas comment te le dire. Mais tu es tellement important pour moi. Tu es un papa, tu es une maman merveilleuse, merveilleux. Quel bonheur j'ai de vivre à tes côtés. Je vais faire quelques efforts, je te promets. Il faut que ça tienne, les efforts. Il faut que ça tienne un peu plus qu'un jour, les efforts. C'est faisable. Chaque fois que j'ai une consultation, je branche mes amis là-dessus. Et la semaine dernière, je suis même restée à côté en respirant pour aider la personne à écrire son message sur SMS. Parce qu'elle hésitait, je lui ai dit, mais c'est facile, pas difficile, je suis à côté de vous. Elle a écrit une belle lettre, il lui a dit, ça fait des mois que j'attends ça. Vous voyez? Et elle avait peur, non mais ça va, arrête avec tes bêtises, ça commence à bien faire. Non, il n'y avait pas ça. Parce qu'elle avait pensé à lui avec amour, elle avait développé son regard d'amour sur lui pour le comprendre, pour mieux l'accepter comme il était. Votre rhinocéros, ne cherchez pas à en faire un éléphant. S'il vous plaît. Essayons de nous accepter comme nous sommes. Nous-mêmes d'abord, apprenons à nous aimer. Il me reste quelques secondes, ça va. Apprenons à nous aimer, à nous accepter comme nous sommes. Je suis en chemin, c'est pas fini encore. Et de ce fait, acceptons l'autre comme il est.
C'est une merveille, c'est un trésor. Il va mourir, c'est sûr, mais quand, je ne sais pas. Il va mourir, je vais mourir, et alors on perd du temps là, sans blague. On perd du temps, pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas tout de suite « je t'aime » comme tu es important pour moi. C'est important de dire des choses comme ça. 3 secondes et demie. Assez pour boire mon thé et pour vous dire encore quelques phrases délicieuses. C'est mon désir de vous dire des phrases délicieuses. Quand je tiens cette tasse de thé entre mes 2 mains, j'essaye d'être vraiment présente, de ne pas le boire comme on boirait notre boisson à toute allure. Et je voyage. Vous voyagez quand vous buvez du thé ? Il y en a qui voyagent ? Oui, il y a une main derrière, oui, c'est bien. On voyage. Alors je vous emmène. C'est du thé vietnamien, des hautes montagnes, j'ai reconnu. Ils sont très bons. On voyage, on va dans un endroit merveilleux où il y a des théiers et il y a des dames qui travaillent avec des grands sacs dans le dos, des hottes attachées dans leur dos. Elles ramassent les dernières feuilles de thé et elles les mettent dedans. Ce sont des journaliers, journalières. Ils travaillent toute la journée. Ils gagnent l'argent pour un jour de travail. Jamais sûr d'avoir du travail le lendemain. Et qu'on soit bien ou qu'on soit pas bien, qu'on soit malade, enceinte ou autre, on va travailler. Parce qu'il n'y a pas à manger ce soir sinon, ni demain. Donc on va travailler. Respirez mes amis chéris, on se promène dans le monde. Et alors on a cette merveille entre les mains, ce thé qui nous a été offert. Mais à cet endroit-là, il n'y a pas de grand-père, il n'y a pas de grand-mère. Il y a des grands-pères et des grand-mères ici qui s'occupent des petits-enfants. Oui. Il n'y a pas de grand-père et de grand-mère parce qu'ils sont restés dans le milieu du Vietnam où il y a beaucoup de cyclones. Et les enfants sont allés, des jeunes ados, jeunes adultes, sont partis pour aller chercher du travail pour vivre. Alors il y a tout ça là-dedans. Et puis, alors qui garde les enfants ? Personne. Vous imaginez des tout petits, sans personne pour les garder ? Alors notre maître, avec Sœur Chancon, ils ont décidé de donner naissance à des écoles spéciales, particulières. Comme l'esprit de Thaï et de Sukho, c'est un esprit qui voit en très grande profondeur. Ils invitent les familles dans les villages pauvres à construire les écoles eux-mêmes. Pas attendre qu'on leur apporte ça sur un plateau d'argent. On construit les écoles eux-mêmes. C'est magnifique. Vous imaginez ? Ça les évite de passer des soirées entières à jouer aux cartes et puis à boire un peu, de faire des choses comme ça. Et alors ils construisent des écoles dans lesquelles il y a des instituteurs ou des institutrices qui viennent et puis qui enseignent la pleine conscience et puis tout ce qu'on apprend à l'école, à chanter, à danser, à jouer. Et c'est magnifique. Et les sœurs ici, elles font un travail formidable. Elles ont trouvé des morceaux de bois et elles ont calligraphié à la main, c'est ça, calligraphié à la main, des calligraphies de Thaï sur des petits morceaux de bois. Même sur des planches à découper, c'est incroyable ça. Vous faites attention, vous la mettez au mur, vous ne la lavez pas parce que c'est quand même de l'encre de Chine. Et elles vendent aussi plein de belles choses et ça va nous aider à acheter des matériaux pour qu'on puisse construire des écoles pour les petits-enfants du Vietnam. Et désormais, quand vous prendrez votre tasse de thé, pensez à ça, arrosez cette graine de générosité et d'amour, pensez que sur cette planète, beaucoup d'êtres travaillent pour nous, pour que nous ayons le bonheur d'être assis sur un coussin et de boire. Et nous pouvons leur envoyer notre amour, notre profonde gratitude, notre profonde reconnaissance
de travailler si dur pour qu'on puisse avoir du thé et de penser chaque fois que je bois du thé, chaque fois que je mange, j'envoie mon amour à tous les êtres et je prends des forces pour pouvoir les aider. Vous imaginez? Quelle belle vie on a! Alors je vais vous demander de chanter avec moi. Le bonheur, c'est maintenant. Ok? Ça vous va? Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis, nulle part où aller, rien à faire. Pas besoin de me presser. Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis. Quelque part où aller, quelque chose à faire. Mais à présent, j'ai tout mon temps. J'ai un ami très, très proche qui est là devant moi en ce moment et qui m'avait demandé de vous parler de façon très courte. Oui, regardez l'heure, hein. Il me reste encore... j'ai dépassé déjà de 2 minutes et demie, hein, l'heure. Hein. Je dépasse encore un petit peu. J'espère que je ne me ferai pas gronder après. Hein. C'était pour vous parler d'un pèlerinage en Inde sur les traces de Siddhartha, le Bouddha. Nous avons eu le bonheur d'être invités à participer à ce pèlerinage en 2014. En octobre 2014, une partie des sœurs et des frères ont été invités à participer à ce pèlerinage. C'est notre ami Shantung Set qui organise cela avec son épouse bien-aimée et qui a près de lui 2 merveilleuses fleurs, ses enfants, qui grandissent dans la beauté, l'intelligence et qui participent de temps en temps, quand elles le peuvent, à ce magnifique pèlerinage. Il y a encore des places. Alors, ça sera pour quand? Ah oui, ça sera pour décembre. Partir le 22 décembre ou arriver le 22 décembre 2019 et revenir le 3 janvier 2020. Les frères et les sœurs, ils y vont, mais pas seulement pour découvrir le Bouddha, les traces de Siddhartha. Ils y vont également pour donner des enseignements. Notre ami Shantung Set a beaucoup de points, d'endroits où il va enseigner. C'est un enseignant du Dharma depuis très longtemps, un ami de notre maître depuis très longtemps, un de mes amis depuis très longtemps aussi. Nous avons la chance de nous être rencontrés il y a fort longtemps auprès de Thaï, au village des Pruniers, tout à fait dans les débuts. Et il propose donc de venir visiter l'Inde, de venir participer à ce voyage. Il nous dit une chose qui est très importante, pour que les sœurs et les frères, je crois en général c'est 6 ou 7, que c'est à peu près ça, Shantung, 6 ou 7, ou plus? Non. De frères et sœurs qui y vont. Les frères et sœurs qui vont. Oui, c'est ça à peu près comme nombre. Ça ne marche pas. How many brothers and sisters do you bring with you? About 5 or 6. 5 ou 6. J'étais presque là. Je l'envoyais un peu plus. Hein. Et c'est ce voyage qui est offert donc aux frères et aux sœurs pour redécouvrir les traces de Siddhartha. Ce sont aussi des enseignants, des personnes qui vont aller pour enseigner, pour partager le Dharma. Et ils peuvent le faire parce que chaque personne qui s'inscrit donne 200 € de plus pour permettre à ses frères et sœurs de pouvoir voyager avec vous. Et pendant tout le long, tout est expliqué par notre ami Shantung. Et c'est vraiment une merveille, un très beau voyage. Shantung va se tenir dans la salle du Bouddha, du grand Bouddha, là-bas. Il sera dans la salle pour les personnes qui seraient intéressées à venir. D'accord? When?
After lunch. During lunch. Pour manger ensemble dans la salle du Bouddha. Dans le jardin du Bouddha. Là où il y a les 3 Bouddhas qui sont assis. Voilà. Et on verra les heureuses personnes qui iront voyager à cet endroit-là. Hein. Nous allons inviter 3 sons de cloche, ma sœur, s'il te plaît. Merci.